Donc, merci à tous de venir aussi régulièrement à mes ateliers mensuels concernant le bloc opératoire. Aujourd'hui, on va parler des tableaux de bord et on va regarder en fait qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour pouvoir les utiliser intelligemment afin de pouvoir piloter son bloc opératoire. Je vais rapidement faire un préambule pour les quelques personnes qui ne nous connaissent pas encore concernant en fait Datamento et me concernant. Donc moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento. Pour ceux qui viennent chaque mois, vous me connaissez à force voilà, de me rencontrer ici. Et donc pour Datamento, c'est une entreprise grenobloise qui existe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et on a mis au point une solution de business intelligence. Donc c'est de l'informatique décisionnelle, c'est pour faire des indicateurs de performance du bloc opératoire. Une solution qui s'appelle donc Performance Block. Et en fait, donc, dans l'idée, nous, on est éditeur de logiciels et notre mission, c'est de concevoir des outils qui vont vous faciliter la vie sur l'analyse et le pilotage des plateaux techniques. Et à ce jour, on a à peu près 120 établissements MCO, donc il y a du public, du privé, des grands, des petits, des indépendants, un peu de tout, qui utilisent notre solution. Cette solution, certains la connaissent peut-être déjà parce qu'elle a été utilisée pour les benchmarks en santé sur différents plateaux. Donc, il y avait l'imagerie, il y avait les consultations externes, il y avait le bloc opératoire, l'ambulatoire et un autre plateau dont j'ai mangé le nom. Donc, pour préciser notre rôle, on n'est pas là pour faire à votre place, mais en fait, on va vous donner vraiment tous les moyens de décider en toute connaissance de cause. Et en fait, concrètement, nous, ce qu'on vous fournit, c'est des indicateurs qui sont précis, qui sont exacts et qui vont être utilisés par l'ensemble de vos équipes. Nous, on est en relais à côté de vous pour vous accompagner dans les analyses, dans la création de rapports, de tableaux de bord, pour vous aider à corriger les données. C'est un point qui est assez particulier et indispensable. On pourra en parler un petit peu pour vous aider à interpréter les résultats, etc., etc. Voilà pour nous. On va rentrer dans le vif du sujet avec donc les tableaux de bord et les indicateurs. Et la première chose en fait qu'on va voir ensemble, c'est la notion d'indicateur. Qu'est-ce que c'est un indicateur? On a tendance à lui donner un rôle finalement qu'il a pas vraiment. Un indicateur, c'est pas quelque chose qui va régler vos problèmes au bloc opératoire. De la même manière qu'un bistouri ne va pas inciser directement en fait un patient. Donc un indicateur, ça va servir à mesurer ou à décrire un phénomène. Il n'a pas pour objectif final de pouvoir en fait décider tout seul. Mais c'est seulement en fait un moyen de repérer où est-ce qu'on se situe par rapport à cet objectif. Donc cette notion-là, elle est déjà très importante pour cette notion de production de tableau de bord qu'on va voir par la suite. Ce n'est pas un plan d'action ou une solution. L'indicateur, il va mesurer ou signaler un état de fait. Il ne va pas proposer de mesures correctives. C'est en fait à l'équipe de définir les actions à mener pour améliorer la situation que l'indicateur met en évidence. Et donc, ce n'est pas une commande ou un levier d'action direct. L'indicateur, il ne va pas piloter en fait en lui-même. C'est vous qui va aller lui donner finalement toute sa valeur en étant acteur et en agissant sur le bloc opératoire. L'indicateur, il ne va pas dicter la marche à suivre directement. Donc finalement, c'est quoi? Moi, je vais me reposer sur ce que j'avais pu faire il y a quelques mois avec un stagiaire de troisième à qui j'avais demandé d'expliquer très simplement ce qu'était un indicateur. Et finalement, il m'avait donné peut-être la meilleure réponse qui soit. Et accrochez-vous, c'est tellement idiot que c'en est en fait presque génialissime. Un indicateur, c'est simplement un élément qui va nous donner une indication. Voilà, on va rester sur cette notion d'indication. Et finalement, c'est très important par la suite, vous verrez, pour pouvoir piloter son bloc opératoire et pas s'imaginer en fait qu'un chiffre pourra tout faire. Donc, nous, on avait pris comme exemple la météo et on disait, donc c'était l'été, hein, on n'est pas comme aujourd'hui. En fait, on parlait de la météo, on disait que le lendemain, il ferait grand soleil et que la température serait de 40 degrés. Donc, ces deux informations, c'est juste une indication. Mais ces deux informations, elles ne répondent pas à une question unanime, que des indications. Et si je suis un agriculteur qui a des terres sèches et qui a besoin de pluie, ou alors si je suis un vacancier qui doit aller à la plage le lendemain matin, ce même indicateur va forcément m'apporter un regard différent sur ce qui m'intéresse. D'un côté, le soleil plus chaleur, c'est une mauvaise nouvelle, alors que de l'autre côté, c'est une bonne nouvelle. Et donc, un indicateur ne peut pas se lire tout seul. Il doit être mis en perspective. Et donc, on va le voir par la suite sur les tableaux de bord, comment est-ce qu'on va chercher à mettre en forme tout ça. Là, je vais prendre un petit peu, juste une petite minute pour vous parler d'IA. Aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle et les importants problèmes en parallèle qu'on rencontre en fait sur la gouvernance, on a tendance à croire que la simple mention d'un indicateur va suffire à régler tous les problèmes de l'hôpital. Non, c'est seulement en fait un point de départ, l'indicateur. Donc là, actuellement, il y a une tendance où je vois par exemple des établissements qui vont investir dans des solutions prétendument IA pour optimiser la programmation opératoire, comme si un algorithme pouvait à lui seul corriger la désorganisation du bloc opératoire.
On va prendre le cas d'un taux d'occupation de 60 donc 60 d'occupation de vacation. Alors oui, sur le papier, ça va suggérer qu'on pourrait ajouter une intervention ou 2 sur le programme opératoire. Un outil informatique, alors même extrêmement rudimentaire, peut vous le montrer en quelques minutes et vous dire précisément quelle intervention insérer. Mais en fait, dans la vraie vie, si le chirurgien n'a pas programmé un patient supplémentaire, est-ce vraiment parce qu'il ignore qu'il reste 40 de marge? Peut-être qu'il a l'habitude de faire une consultation en plein milieu de sa vacation, qu'il manque une équipe d'anesthésie à un moment clé ou qu'un problème de stérilisation empêche systématiquement d'assurer la quatrième, cinquième ou sixième intervention. Puis ça se trouve, c'est même juste un chirurgien qui a des problèmes de comportement et qui s'en moque de savoir en fait si il pourrait ajuster au cordeau sa vacation. Donc finalement, l'IA, comme l'humain, peut repérer des schémas récurrents, mais ni l'une ni l'autre ne pourra prévoir l'imprévisible ou corriger à elle seule les difficultés structurelles et organisationnelles. En clair, afficher un indicateur ne résout pas magiquement le problème. C'est un élément de diagnostic qui doit impérativement s'accompagner d'actions concrètes, tenant compte de la complexité du terrain et de la réalité de chacun. Donc nous, en ce qui nous concerne, bien sûr qu'on met un peu d'IA et des systèmes experts dans nos solutions qui vont être utilisés, mais finalement plus pour vous aider à corriger vos données plus rapidement, pour mettre en forme des tableaux de bord et des rapports qui sont nécessaires à la prise de décision, ou juste pour comprendre en fait quelle méthodologie utiliser face à une problématique. Je vais juste voir dans questions-réponses s'il n'y a pas quelque chose qui s'affichait. Paf, paf, paf. OK, tac. Reprenons. Donc, un tableau de bord, qu'est-ce que c'est? Un tableau de bord, c'est un outil visuel, synthétique, qui réunit des indicateurs clés à jour et hiérarchisés, qui vont permettre d'appréhender rapidement la situation d'une activité afin de faciliter la prise de décision et le pilotage stratégique ou opérationnel. Donc là, je vais vous montrer en fait quelques captures d'écran qu'on peut avoir à droite à gauche pour montrer en fait ce que c'est pas et ce que malheureusement vous consommez peut-être un peu trop régulièrement ou des éléments qu'on vous communique un peu trop régulièrement. C'est pas un tableau Excel dans lequel sont rassemblées toutes les infos du bloc opératoire avec une multitude d'onglets. Quand j'échange en première intention avec des blocs opératoires qui montrent les différents rapports ou tableaux de bord qu'ils vont avoir, je reçois, enfin, on me montre en fait un tableau Excel sur lequel il y a à peu près 800 lignes avec une quarantaine de graphiques. Alors, c'est une revue extrêmement globale de ce qui se passe au bloc opératoire, mais c'est très, très indigeste et impossible à fourrer pour identifier des bons fonctionnements ou des dysfonctionnements. Ce n'est pas non plus en fait ce que vous proposent vos logiciels de bloc. Ça, c'est issu de c'est Expert Santé, je crois, de mémoire. Donc, nativement, les logiciels de blog vont vous proposer des capsules avec des tableaux de bord génériques. C'est pareil, en fait, ça ne va pas vous permettre de pouvoir travailler sur des problématiques spécifiques parce qu'en fait, c'est des choses en fait, assez standards. Donc, sur la mise en forme, effectivement, il va y avoir du rouge, du vert, du jaune. OK, pourquoi pas? Donc, là, on voit, il y a 2 lignes qui ressortent en rouge. On se dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, mais finalement, en fait, c'est absolument pas structuré pour vous permettre de piloter le bloc opératoire de manière totalement agile. Et puis, en fait, c'est pas non plus ce que propose la NAP, parce que je vais, pour préparer ce webinaire, farfouiller un petit peu, même si je connaissais déjà les informations sur le site de la NAP. Et la NAP nous propose, en fait, un peu de littérature sur la construction de tableaux de bord. Et en fait, ils nous proposent des tartines, en fait, entières d'indicateurs à rajouter, qui sont très macro, qui ne sont pas forcément mis en perspective et en fait, qui ne permettent pas de faire grand-chose. Moi, quand j'ai alors ça date de 2010, depuis, les mises en forme ont certes un peu évolué, mais voilà, c'est tout à fait stérile et vous verrez, en fait, qu'il va falloir être beaucoup plus fin pour pouvoir, en fait, produire de la donnée exploitable. On va continuer avec, quelque chose qui est assez simple, mais en fait, assez pragmatique. Là, on prend un tableau de bord d'un véhicule, d'une voiture et en fait, en regardant ce tableau de bord, ça va nous permettre de comprendre ce qu'on doit aller chercher, ce qu'on doit chercher à voir sur nos écrans pour, en fait, piloter, en ce qui nous concerne, le bloc opératoire. Quand je montre ce tableau de bord de voiture et que je demande à tout le monde ce qui doit vraiment nous intéresser et finalement, j'ai toutes sortes de réponses. J'en ai certains qui vont tout simplement me dire que, ils veulent contrôler la vitesse, d'autres qui veulent s'informer que le compte-tour n'est pas trop haut pour changer de rapport assez rapidement, d'autres qui vont me dire, voilà, ils vont regarder qu'on peut faire 1049 kilomètres avec le plein, donc qu'on peut aller directement à Paris d'une traite sans s'arrêter à la pompe à essence. D'autres vont vérifier que les signaux vitaux de la voiture ne sont pas allumés. D'autres vont préférer vérifier que, voilà, que tous les passagers à bord ont bien mis la ceinture. Et donc, finalement,
qui est-ce qui a tort en fait ou qui est-ce qui a raison en fait dans ce cadre-là? Donc hop, est-ce que je peux aller un peu trop vite? Non, c'est bon. Hop, donc finalement, tout le monde va chercher à avoir des tableaux de bord correspondant en fait à ses besoins. Donc j'ai envie de dire qu'il y a autant de tableaux de bord que de créateurs de tableaux de bord ou de blocs opératoires. Ce que veut voir l'un ne correspondra pas à ce que veut voir l'autre. Un DG ne voudra pas forcément voir la même chose qu'un cadre. Un cadre sup ne voudra pas voir la même chose qu'un DAF. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir chercher à faire des choses un petit peu particulières. Si aujourd'hui vous cherchez à faire une revue des indicateurs pour une présentation que personne ne va écouter en conseil de bloc, alors oui, prenez en fait ce que propose ANAP, prenez ce que propose le logiciel de bloc, ou prenez cet énorme tableau Excel qui est quelque chose de macro et de généraliste et en fait qui va rien montrer. Si vous êtes vraiment sur ces politiques-là, voilà, ça ne servira pas à grand-chose en fait d'avoir quelque chose de personnalisé. Par contre, si vous avez des réelles difficultés au bloc opératoire, si vous voulez en fait mettre en place un bon dialogue de gestion, si vous avez initié une belle gouvernance, il va être important et stratégique d'avoir des tableaux de bord personnalisés. Le tableau de bord, il doit être construit en fonction en fait, de vos problématiques du moment, de vos problèmes récurrents, de vos responsabilités et quelque part surtout de vos latitudes à contrôler ou décider sur un axe de développement. Parce qu'en fait, si vous avez des informations qui vous sautent à la figure, mais sur lesquelles vous n'êtes pas légitime pour décider, ou en tout cas pour faire passer le message, on peut parler, je sais pas, de la stérilisation. Je suis cadre de bloc opératoire, il y a un cadre en fait de ST. Est-ce que c'est moi qui suis légitime pour passer l'information au cadre ST? Est-ce que le cadre ST doit avoir un tableau de bord relatif en fait à ces informations-là? Ça fait partie des sujets de gouvernance. Donc voilà, ayez des tableaux de bord qui correspondent au domaine que vous pouvez maîtriser. On peut dire que les tableaux de bord sont généralement conçus selon trois types de grandes familles. Il y a les tableaux de bord stratégiques, tactiques et opérationnels. Le stratégique, c'est du long terme, sur des sujets de politique globale de l'établissement en relation avec son milieu environnant. Généralement, on est plutôt sur des tableaux de bord qui vont concerner la direction. Tactique, c'est plutôt du moyen terme, sur de l'orga qui va permettre d'atteindre des objectifs. Donc là, on est un petit peu sur du transversal. La direction peut être associée à ce type de réflexion, la chefferie de pôle, les cadres aussi. Voilà, là, on est sur un mix en fait avec voilà, des objectifs, des cibles, et en fait, il va falloir que tout le monde se mette d'accord sur les objectifs à atteindre. Et puis enfin, donc l'opérationnel, c'est du court terme, sur de l'auto-restructuration, des problèmes d'allocation de ressources, par exemple, ou de contrôle d'utilisation des ressources humaines. Donc, si j'en reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau de bord de la voiture, est-ce qu'il va éviter les accidents? Est-ce qu'il va éviter les excès de vitesse? Est-ce qu'il va éviter les pannes d'essence? Bah non, il ne va pas les éviter directement. Ce n'est pas lui qui va le permettre. Le tableau de bord, rappelez-vous, met en forme uniquement des indications. Les actions, les décisions, elles sont prises par le conducteur et l'utilisation de commandes. Donc là, dans une voiture, à savoir le volant ou les pédales, par exemple. Et au bloc opératoire, c'est pareil. Donc, soyez donc acteur de votre plateau technique, mais pour être acteur, il faut d'une part un rôle, mais aussi une information facilement consommable. Donc, sans mise en perspective, un tableau de bord ne vous servira à rien. Sans volonté humaine et envie de décider, de la même manière, un tableau de bord ne vous servira à rien. Donc, ces deux informations pour dire quoi? Si je présente un taux d'occupation de vacation du mois de février, par spécialité, je montre en fait tous les taux d'occupation du mois de février de toutes les spécialités de mon établissement. Je saurais me dire en fait si c'est bon, pas bon, si c'est mieux que ce que j'espérais, moins bien que ce que j'espérais, si ça atteint des cibles ou des objectifs. Et donc ça en fait, malheureusement, c'est des choses qu'on rencontre régulièrement dans des comités de blocs restreints ou dans des conseils de blocs, par exemple. On montre un chiffre en fait sans le mettre en perspective. Donc à vous de choisir la perspective. Ça peut être par rapport à votre propre organisation précédente, ça peut être par rapport à une norme nationale, ça peut être par rapport à des objets stratégiques ou tactiques que vous auriez mis en fait en place précédemment. Donc, le tableau de bord vous permet en fait de ne pas être à l'aveugle, de dépasser le stade du ressenti. Votre tableau de bord doit permettre de comparer, de vous situer en particulier par rapport donc, à des cibles et des objectifs. Il ne va pas être là simplement pour regarder ce qui se passe à l'instant T. On met en perspective sur une période passée, sur des décisions qui sont prises, sur des normes, sur des comparaisons avec d'autres établissements éventuellement ou d'autres spécialités. Je peux très bien dire, mon ortho chez moi, elle a tel niveau d'activité, comment ça se passe sur les orthos d'autres établissements de taille comparable, par exemple. Alors, ce que je vous dis, ça semble évident, et pourtant, je vois quasiment jamais au bloc opératoire. Parce que les personnes sont plutôt en fait dans le
combat quotidien du pilotage, n'ont pas forcément été formés à la data et donc bah, voilà, besoin d'un petit soutien méthodologique pour expliquer ce qu'il faut faire. Vos tableaux de bord ne doivent pas être exhaustifs. C'est ce que je vous disais en préambule, avec ces énormes tableaux, Excel ou même ces tableaux de bord issus des logiciels de blocs. Il faut que le tableau de bord se lise rapidement et permette de mesurer l'amélioration selon un axe de développement que vous aurez choisi. Il va vous permettre de juger la pertinence des actions que vous avez engagées. Votre tableau de bord, il faut qu'il soit souple et il faut qu'il s'adapte à vos nouveaux objectifs de manière très régulière. Vous pouvez très bien décider de regarder qu'un seul sujet, qu'un seul opérateur. Ce n'est pas un souci pour moi. Ça va dépendre des problématiques et des thématiques que vous aurez chaque semaine ou chaque mois. Donc, on le verra par la suite. Je vais vous montrer des captures d'écran assez rapidement. Tableau de bord. Qui est-ce qui a accès en fait au tableau de bord et aux indicateurs? Alors, aux indicateurs, je veux dire tout le monde. Tableau de bord, de la même manière, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'imagine que tout le monde devrait avoir un tableau de bord en fait au bloc opératoire. Et quand je dis tout le monde, c'est du directeur à l'ASH. Mais bien entendu que tout le monde ne doit pas avoir le même tableau de bord. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit adapté, quelque chose qui soit personnalisé. Qu'est-ce que veut voir un DG? Qu'est-ce que veut voir un chef de pôle? Qu'est-ce que veut voir un cadre? Qu'est-ce que veut voir en fait un IAD? Si votre gouvernance n'est pas bien définie, s'il n'y a pas de rôle clair, s'il n'y a pas de gestionnaire de tâches et de responsable par type de décision, cherchez même pas à faire de tableau de bord. Arrêtez de faire des conseils de bloc, arrêtez de vous poser des questions sur le bloc opératoire, parce que là, vous nagez en eau libre. Et en fait, c'est un énorme problème. Lorsque nous, on va déployer Performance Bloc, on va dessiner avec vous une feuille de route pour définir les rôles et les engagements de chacun autour de la donnée et de la prise de décision. Donc, il faut vraiment que chacun soit impliqué selon en fait, un périmètre et une légitimité qu'on va établir avec lui. Et en fait, on peut estimer que les ASH, que les IAD, que les IBOT, enfin, chacun a un rôle sur le processus de décision selon en fait des légitimités qui vont être différentes. Et aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est qu'au bloc opératoire, on donne la consommation de l'information et l'ensemble des prises de décision uniquement dans les mains des cadres. D'une part, les cadres ne sont pas légitimes pour tout faire, ni pour prendre toutes les décisions, ni armés pour tout comprendre d'un bloc opératoire sur des décisions faites de direction, par exemple, bah, c'est pas leur domaine, c'est pas en fait leur compétence. Et puis il y a des choses en fait qu'on peut récupérer tout simplement auprès des infirmiers, des infirmières, qui sont fait tout à fait légitimes pour comprendre. Typiquement, quand il y a des problèmes de ST, c'est quand je vais au bloc opératoire, c'est généralement les IAD ou les IBOD qui peuvent assez rapidement me dire en fait qu'il y a un problème de ST, alors que sur des niveaux supérieurs, tout le monde n'en est pas forcément conscient. Donc, on va rentrer sur des exemples de tableaux de bord et avec quatre familles différentes. Donc, le bloc opératoire, il est quand même au cœur de l'établissement MCO. Il va concentrer une grande partie de l'activité, des ressources, des dépenses et ça représente finalement un enjeu stratégique majeur. Piloter son bloc opératoire, c'est gérer des acteurs multiples. C'est un environnement qui est technique, qui est complexe et la pression, elle est constante. On va chercher à offrir une qualité de soins qui va être irréprochable et en même temps, on va chercher à répondre aux besoins des patients tout en étant efficace et rentable. Donc, on n'est pas loin en fait d'un fonctionnement schizophrénique. Donc, voilà. En plus, on mélange, comme je disais, des profils tout à fait différents entre le chirurgien, l'infirmière, le cadre. Voilà, faut faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter. Et donc, on fait comment pour s'y retrouver dans ce labyrinthe d'informations? Les indicateurs ils vont être là pour vous aider, mais pas un seul type d'indicateur ou de tableau de bord. On va voir qu'il y a 4 catégories qui, combinées, vont vous donner une vision complète et actionnable. Donc, tout le monde n'a pas forcément besoin individuellement de ces 4 types de familles de tableaux de bord, mais l'hôpital au sens large, à minima, oui. Donc, dans un premier temps, on va voir les indicateurs et les tableaux de bord de performance globale. Les indicateurs de performance globale sont comme un baromètre pour votre bloc opératoire. S'ils sont verts, tout va bien. S'ils passent au rouge, vous savez immédiatement qu'il y a un problème à approfondir. Et donc, en réalité, ces indicateurs ne disent pas pourquoi ça ne va pas, ils signalent juste qu'il y a un souci. Sans eux, c'est comme en fait piloter ou conduire à l'aveugle. Et donc, ça va être des mesures synthétiques conçues pour répondre à une question simple. Dans quel état général se trouve mon bloc? Elles vous permettent de vérifier si vous êtes en phase avec vos objectifs, de comparer la situation actuelle avec l'historique de l'établissement ou d'autres hôpitaux et de repérer très vite un éventuel écart. Chute du nombre d'interventions, effondrement du taux d'occupation, peu importe. Et donc, les indicateurs de performance globale vous disent quoi, mais pas pourquoi. Si le taux d'occupation est faible, par exemple, il peut s'agir de plein de choses différentes, d'un problème de planification, d'un problème de personnel, d'un problème de matériel, d'un problème de comportement, d'un problème. Enfin, les causes racines sont variées. Pour l'identifier, vous devrez passer
à des indicateurs plus détaillés, comme les indicateurs de processus ou médico-économiques qu'on va traiter par la suite. Donc là, en fait, on reste sur les indicateurs de performance globale. Donc, définissez des cibles chiffrées. Là, en fait, on voit, on a des jauges avec des couleurs rouge, orange, vert, où en fait, on voit qu'à partir de 85 sur le taux d'activité ressources, par exemple, je suis en fait dans les bons standards. Donc voilà, définissez des cibles, surveillez les tendances dans le temps, donc de manière mensuelle ou trimestrielle, pour repérer une baisse progressive ou un pic inhabituel. Donc là, ici, moi, c'est au niveau de la spécialité, la deuxième ligne, mais troisième ligne, c'est j'ai des flèches rouges pour m'indiquer la tendance sur les 3 derniers mois. Donc depuis 3 mois, donc j'aurais très bien pu mettre un chiffre, après peu importe, chacun fait comme il l'entend. En tout cas, chacun fait ce qui lui semble le plus pertinent pour sa parfaite compréhension de son activité. Donc là, bah, j'ai des flèches rouges pour me dire que depuis 3 mois, mon taux d'activité ressources, mon taux d'occupation des vacations sur le TVO, mon taux d'occupation des vacations et mon taux d'activité en vacation chutent. Donc, placez ces indicateurs globaux dès la page d'accueil sous forme de KPI très clairs et colorés. Utilisez des graphiques simples, des barres, des courbes, des jauges pour montrer l'évolution. Et en cas d'anomalie, bah voilà, un code couleur rouge ou une flèche vers le bas vous signale qu'il faut creuser et en fait aller plus loin. Donc là, c'est voilà, cette mise en forme, moi, elle me plaît bien, par habitude. Après, on pourrait faire tout à fait autrement. On pourrait mettre des secteurs, on pourrait mettre des camemberts, on pourrait mettre des courbes. Voilà, l'idée, c'est que vous soyez à l'aise avec le document que vous allez lire, parce qu'en fait, c'est essentiellement un tableau de bord qui va être pour votre propre consommation. Dès lors qu'il va s'agir en fait de communiquer l'information, on verra que là, on sera peut-être plus sur des rapports avec du data storytelling. Ça faisait l'objet en fait d'un précédent webinar où là, on aura des questions de titres et enfin, on pourra en parler. Deuxième famille, donc les indicateurs de processus. Alors, je vérifie juste pour la forme s'il y a des questions. Hop, apparemment, il n'y en a pas. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez en profiter maintenant. On est à mi-chemin de notre webinaire. Donc, les indicateurs de processus. Donc, c'est tout clair pour un indicateur de performance. Je pense que c'était le plus simple. Donc, processus, là, on va rentrer en fait dans le cœur de la machine. Merci pour tous. Donc, lorsque vos indicateurs globaux vont révéler en fait un problème, il faut creuser pour comprendre où et comment le bloc se dérègle. C'est là qu'interviennent donc les indicateurs de processus. À quoi est-ce qu'ils vont servir? Ils analysent étape par étape l'activité du bloc. Préparation de salle, induction, incision, fermeture, pour avoir les tempos à peau, les temps d'interpatient, pour avoir le temps de rotation, pour avoir le matériel disponible. En clair, c'est votre microscope. Il repère avec précision les goulots d'étranglement, les retards et les inefficacités. Et donc, hop, là, en fait, j'ai un autre tableau de bord type. Et donc, si vous voyez un temps d'interpation long comme ici, bah, vous savez que c'est sans doute lui qui plombe votre taux d'occupation. Vous pouvez alors agir sur la formation des équipes, la standardisation des procédures ou la préparation du matériel. Dans le cas de figure ici, bah, on a aussi des taux de fin précoce qui sont longs. Donc là, il conviendrait de créer un autre tableau de bord ou un autre rapport pour regarder par spécialité s'il est possible de programmer plus. Donc vous pouvez aussi comparer les processus selon les salles, les équipes, les horaires ou les spécialités pour localiser encore plus précisément ce qui coince. Donc là, on est sur une revue voilà, qui est pas forcément la plus précise. On voit en fait en haut mes différents taux de manière macro. Deuxième ligne, je vois les tendances en fait sur octobre, novembre, décembre. Voilà, je vois en fait comment ça a pu fluctuer. Et puis en fait, en dessous, j'ai une répartition des durées moyennes entre l'entrée, l'induction, induction, incision, incision, fermeture et fermeture, sortie de salle. Je vois en fait qu'entre octobre et décembre, ça a augmenté. J'ai choisi uniquement en fait de mettre du histogramme empilé. J'aurais très bien pu mettre des pourcentages pour voir en fait où est-ce que ça me posait souci. Donc là, effectivement, il n'y a qu'une minute en macro qui change, mais c'est significatif en fait de durée qui s'allonge. On a la possibilité d'aller un peu plus loin dans le détail et en fait, on pourrait très bien imaginer qu'un chef de service a un tableau de bord qui soit recentré sur sa spécialité et qu'il a vu il y a quelques semaines qu'il avait un problème de démarrage le mardi, par exemple. Et donc, bah, à partir de la semaine 41, qui est ici en début de graphique, eh ben, on a cherché avec ses équipes à mettre un nouveau process en place, par exemple sur l'appel du patient et du brancardage. Donc là, on regarde et on mesure l'impact de la décision. Donc bah là, en fait, j'ai d'une part donc une courbe qui est présentée, donc une décision a été prise. Donc j'étais à 8 et des brouettes, je suis descendu à 4,2, puis après à 3,2 sur la semaine 44. Donc on voit
donc une réduction des démarrages tardifs, donc la situation s'améliore. Donc là, c'est en termes de pourcentage. Et au-dessus, j'ai rajouté en fait la notion de volume d'heures. Donc en cumulé, on avait 4h27 en ortho sur en fait les retards au démarrage. On est passé en fait à 1h22 au fil de l'eau. J'ai distingué ça en termes de pourcentage ici, comme ça en fait on a les codes couleurs également. Et là, j'ai mis le démarrage tardif du mois au global. Ça, c'est sur l'ensemble de mon établissement. Donc là, ça me permet en fait de suivre en fait concrètement ce qui s'est passé. Donc une fois que la solution elle est mise en place, la checklist, la réorganisation, enfin, peu importe, suivez à nouveau l'indicateur pour voir si ça s'améliore, comme on le voit sous les yeux. Et en fait, vous créez ainsi un cercle qui est tout à fait vertueux. En un, on a un problème détecté à l'échelle globale. En deux, on se focalise sur un indicateur de processus, ici démarrage tardif par exemple. En trois, on recherche la cause racine. Alors ça, c'est pareil, ça avait fait l'objet d'un précédent webinaire. Mais en fait, quand vous avez un chiffre qui ne va pas, ici, on avait 8,4% de démarrage tardif. Posez 5 fois la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis à 8,4% de démarrage tardif? Parce que chroniquement, en fait, je suis en retard. Pourquoi est-ce que je suis en retard? Parce que, et en fait, on remonte la pelote. Posez 5 fois la question pourquoi. Et vous arriverez en fait à remonter à la cause racine. Et une fois que vous avez la cause racine, vous faites une action corrective. Donc, il peut s'agir de l'appel du brancardage, par exemple, donc, ou création d'une checklist, ou enfin, il peut y avoir plein de raisons différentes. Vous faites en sorte de régler ce problème-là, et donc après, bah, vous mesurez l'impact. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Est-ce que ça a été pertinent en fait, de prendre cette décision? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a un moment où on se trompe aussi sur les prises de décision, et c'est pas bien grave. L'idée, c'est d'en changer et de rebondir en fait en permanence. Donc, en somme, les indicateurs de processus détaillent la mécanique interne du bloc, ils complètent la vue d'ensemble qu'on a vu tout à l'heure des indicateurs globaux et servent de passerelle vers l'analyse médico-économique. Vous repérez où ça bloque, vous corrigez, et après vous pouvez mesurer de l'amélioration en termes de gains RH, de gains de temps ou de gains financiers. Et donc là, on arrive sur la troisième famille, la famille donc médico-éco. Lorsque vous repérez un problème, donc par exemple un temps de rotation, temps d'interprétation qui est trop long, il vous faut également une vision économique de ce dysfonctionnement. Combien est-ce que ça coûte? C'est le rôle des indicateurs médico-économiques. Quand je dis combien ça coûte, c'est en euros certes, mais c'est aussi en termes d'usage d'équipes paramédicales, ou en fait en termes tout simplement de mésusage ou de manque d'efficience sur le bloc opératoire. Vous pouvez aussi en fait dire combien ça coûte en termes de qualité de vie, en termes de départ des équipes paramédicales. Enfin, vous pouvez avoir en fait différentes choses à mesurer. Mais le médico-éco, entre autres, vous allez voir par la suite avec des ICR, qu'on pourrait compléter avec des taux d'activité ressources, permettent en fait d'avoir une lecture assez bonne de la qualité humaine et financière de mon bloc opératoire. Donc, c'est important parce qu'en fait, il faut mettre quelque part une valeur derrière les pratiques parce que vous n'avez pas des ressources et des budgets qui sont illimités au bloc opératoire. Alors, même s'il n'y a aucun CH qui va être la clé sous la porte du jour au lendemain, voilà, on peut pas, enfin, on voit bien que ça se tend de plus en plus, que les budgets, en fait, sont pas forcément fait alloués à la santé comme on l'espérait, ou pas en tout cas aux différents services ou plateaux qui nous intéressent. Et puis donc, vous devez prioriser vos actions en fonction de leur impact financier. Parce que si vous mettez beaucoup d'énergie pour changer les choses et que voilà, c'est une toute petite spécialité, vous avez amélioré en fait significativement des taux, mais en termes de volume, ça ne change pas grand-chose, en termes d'euros, ça ne change pas grand-chose non plus. Ça sera beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Si vous perdez X euros par jour à cause d'un temps d'interprétation trop long et qu'investir dans un équipement ou une mesure spécifique coûte Y euros, mais qu'en parallèle, vous avez fait économiser Z euros sur l'année, vous avez de quoi justifier clairement votre décision. Donc, vous pouvez regarder des ICR par ETP, par GES pour 4 heures afin de comparer des opérateurs ou des procédures entre elles, par exemple. Et donc, ces indicateurs-là, ils vont mesurer l'impact financier des activités au bloc, ils vont compléter les indicateurs globaux, donc ça c'est la vision globale, et les indicateurs de processus pour repérer l'endroit qui chipote, et ils vous aident à équilibrer la qualité des soins et la maîtrise des dépenses. Et donc là, alors, j'aurais pu faire des choses un peu plus limpides. Après, moi, j'ai pas mal l'habitude d'utiliser ces données-là. Là, j'ai uniquement en fait proposé en fait des notions d'ICR par spécialité et par période. Mais en fait, dans l'idée, vous pouvez très bien les ICR pour 4 heures de bloc opératoire sont très intéressants parce que ça permet en fait de voir la productivité, la production d'un chirurgien
compte tenu des gestes opératoires, compte tenu de la complexité des gestes opératoires et compte tenu des ressources humaines utilisées et en fait pondérer également par rapport en fait à des notions éventuelles de chiffre d'affaires. Donc moi, suivant les sources d'informations qu'on va me donner, je peux proposer des ICR parce que j'ai les informations CCAM. Si on me donne en fait des notions de coût RH, des notions de coût en fait de DM, DMI, je peux en fait avoir des chiffres d'affaires médicaux macro, on va dire. Après, si on a un thésaurus des gestes opératoires associé à un gestionnaire des protocoles, là, je peux quasiment en fait arriver au centime près pour en fait avoir un coût à la procédure. Donc voilà. Donc là, en fait, on pourrait gratter un peu avec vous sur cette notion de médico-éco. Qu'est-ce qu'en fait on peut mettre encore derrière? Mais ces indicateurs médico-éco, ils vont être importants pour hiérarchiser les problèmes et les traiter en fait en priorité en fait selon ce qui est le plus coûteux ou pas. Et donc ça va vous permettre aussi d'orienter vos choix d'investissement. Est-ce qu'il faut investir dans une nouvelle salle, dans un nouveau matériel, dans du renfort de personnel? Qu'est-ce qu'il faut faire? On arrive à la quatrième famille qui est le suivi de décision. Donc là, c'est très important aussi. Là, ça fait partie d'une démarche globale en fait d'amélioration du plateau technique avec cette notion de gouvernance. Et donc là, les suivis des prises de décision, c'est des choses que. Alors, déjà, les tableaux de bord, je ne vois pas beaucoup des très bien faits. Dans les suivis de décision, c'est quasiment inexistant en fait sur un bloc opératoire. On a vu jusqu'à présent comment est-ce qu'on détectait un problème, les indicateurs globaux. Comment comprendre les causes, les indicateurs de processus, comment évaluer son impact économique avec en fait les indicateurs médico-éco. Mais prendre une décision, c'est que le début. Il faut ensuite s'assurer qu'elle est mise en œuvre et mesurer ses effets dans le temps. C'est là que le suivi de la prise de décision rentre en jeu. Au lieu d'appliquer une solution sans jamais vérifier son efficacité, il faut chercher à suivre l'action dans la durée. Donc, il faut chercher à contrôler les mesures qui sont prises pour voir si ça produit réellement l'amélioration espérée. Donc concrètement, on fait quoi? On va répertorier chaque décision, on va noter la date, l'action, le responsable, l'objectif, c'était de diminuer le temps de rotation, d'améliorer la ponctualité, enfin peu importe. On choisit le format. Ça peut être un Gantt, un Kanban, ça peut être dans une solution de BI, ça peut être un tableau Excel, enfin, peu importe, du moment que c'est clair et que c'est partagé. Vous comparez avant et après. Par exemple, si le brancartage était la cause racine des retards au démarrage, vous mettez en place une consigne de préparation plus tôt, puis un mois plus tard, vous comparez l'heure d'arrivée des patients avec le mois précédent. Si c'est plus tôt et que l'indicateur s'améliore, vous voyez que la décision a porté ses fruits. Et puis en parallèle de ça, vous cherchez aussi à recueillir le ressenti. Vous ajoutez un espace pour la voix des équipes ou pour en fait connaître un petit peu leur satisfaction afin de tenir compte de la réalité du terrain, pas seulement des chiffres. Si on voit qu'on a généré plus d'activités, très bien, mais il ne faut pas que ce soit non plus au détriment de la qualité de vie au travail, de l'ambiance de travail et de plein de choses de ce type-là. Donc voilà, collecter également ces choses-là. Donc, ce dispositif de suivi de décision, ça va fermer la boucle de l'amélioration continue. Et donc, au lieu de s'arrêter à on a trouvé un problème et une solution, vous mettez en place un cycle complet de pilotage décisionnel. Vous gagnez en efficacité, en réactivité et en maturité dans la gestion du bloc, car chaque décision est prise, mise en œuvre, analysée et réajustée si besoin. Donc, un tableau de bord qui va être dédié au suivi des décisions, ça va permettre de transformer vos bonnes idées en bonnes pratiques tangibles et de vérifier qu'elles produisent bien les résultats escomptés, autant donc sur le plan opérationnel qu'économique. C'est vraiment un levier majeur pour améliorer significativement la qualité de votre pilotage et de votre management au bloc opératoire. Donc là, j'ai un exemple interne. Tac. Est-ce que vous voyez en fait mon tableau de bord? Si quelqu'un pouvait juste me noter oui ou non, ou un pouce. Très bien. Donc, alors c'est un peu dense. Donc ça, moi, c'est un outil en fait que je vais utiliser pour des gestions de projets en fait sur, donc là, c'est un exemple fictif, pour les lancements de projets de performance bloc dans les blocs opératoires. Et en fait, voilà, il y a juste des tâches, des gestionnaires de tâches, des statuts, des dates de début, des dates de fin, des dates d'échéance. On va mesurer la durée. Et en fait, par la suite, là, c'est là où on va pouvoir rajouter finalement les objectifs. Est-ce que c'est atteint ou pas atteint? Est-ce qu'en fait, on a un niveau de qualité en fait qui correspond à nos attentes ou pas? Et ce type de solution, donc là, en fait, pour le coup, des outils de ce type-là, ça va permettre de créer des notifications automatique afin de passer d'une tâche à l'autre et de renvoyer le bébé en fait à telle ou telle personne. Hop. Donc, quelques conseils pour faire vos tableaux de bord.
Pour déployer un tableau de bord qui soit vraiment utile dans votre bloc opératoire, je vais vous donner en fait 4 conseils simples et progressifs. Le premier, commencez simple. Donc c'est inutile de tout vouloir mesurer d'emblée. Nous, on propose, largement plus d'une centaine d'indicateurs différents. Alors, d'une part, personne ne maîtrise tous ces indicateurs-là et d'autre part, ça va être très compliqué de tout lire sur un tableau de bord. Donc sélectionnez d'abord 2 ou 3 indicateurs globaux majeurs, peut être le taux d'occupation, le taux d'intervention, le taux d'annulation, peu importe, pour avoir une vision d'ensemble sur la thématique qui vous concerne. Ensuite, vous ajoutez des indicateurs de processus, le temps de rotation, les délais de démarrage, pour comprendre où ça coince. Et enfin, vous intégrez les indicateurs médico-éco pour chiffrer l'impact financier et valider la rentabilité des actions. Deuxième point, alors là, je suis un peu tatillon là-dessus, c'est assurez-vous de la qualité des données. Donc, je passe pour un... Pourquoi? Je sais pas pourquoi je passe, mais en tout cas, c'est pas toujours apprécié quand je lis ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai la certitude, c'est pas qu'une conviction, c'est vraiment la certitude que les données qui sont produites au bloc opératoire sont massivement fausses. Que ce soit fait sur vos tableaux Excel, que ce soit fait en fait depuis votre logiciel de bloc ou depuis une solution de BI généraliste, j'ai la certitude en fait que vos données en fait sont fausses. Ça faisait l'objet d'un webinaire précédent où je montrais en fait les différences et en fait on arrive à vraiment de réelles mauvaises interprétations. Et en fait, le problème, c'est que une fois qu'on se trompe une fois, deux fois, trois fois, en fait, on ne change plus rien au bloc opératoire. Et donc là, nous, on se rend compte que ça fait 20 ans que les indicateurs ont été vraiment initiés et lancés en France et que il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a plus grand monde qui a vraiment foi dans les indicateurs. Il n'y a plus grand monde qui souhaite les consommer d'une bonne façon parce qu'en fait, les données d'entrée sont fausses. Je suis pas mal présent sur LinkedIn et je papote avec pas mal de cadres ou d'infirmiers du bloc opératoire. Et c'est vraiment en fait ce que j'entends quand je vois que la situation se dégrade au bloc opératoire. La raison principale en est en fait les indicateurs faux. Parce qu'en fait, ça rend stérile toute démarche d'amélioration de l'organisation. Donc assurez-vous de la qualité des données. Sans données fiables, même le meilleur tableau de bord va servir à rien. Vous allez mettre en place des procédures de saisie et de validation. Cherchez à impliquer les équipes pour qu'elles comprennent à quel point la précision des informations, elle est cruciale. Des chiffres approximatifs, ça conduit à des décisions approximatives. Troisième point, former les utilisateurs. Si on diffuse des tableaux de bord aux uns et aux autres, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'on a sous les yeux et qu'est-ce que veut dire tel ou tel chiffre. Tout à l'heure, j'ai présenté en fait le taux d'activité ressources où en fait j'avais parlé en fait du taux d'occupation par rapport en fait au TVO de référence. Moi, je connais. Il y en a certains d'entre vous qui ne doivent pas savoir de quoi je parle. Donc un chirurgien, un DAF, un cadre de santé ou un chef de pôle, ils n'ont pas les mêmes besoins ni la même lecture des indicateurs. Donc expliquer l'intérêt de chaque KPI, montrer comment est-ce qu'on navigue dans un tableau de bord, donner des exemples concrets. Cette sensibilisation, elle va garantir une meilleure appropriation et une utilisation plus rapide de l'outil. Et puis, donc, quatrième point, rester flexible. Les priorités de l'établissement, comme l'orga du bloc, elles évoluent avec le temps. Donc, recueillir régulièrement l'avis des utilisateurs, ajuster la présentation et le nom d'indicateur. Un tableau de bord, il faut que ce soit vivant et il faut que ça s'adapte aux besoins réels du terrain. Si vous avez le même tableau de bord tous les mois, c'est qu'il y a un problème de dialogue de gestion et un problème en fait de gestion des priorités. Donc, on résume, on débute avec quelques indicateurs globaux. On enrichit progressivement avec des indicateurs de processus et médico-éco. On s'assure que les données sont fiables, on forme les équipes et on adapte le contenu. C'est la meilleure façon de créer un outil qui soit solide, durable et vraiment pertinent pour piloter son bloc opératoire. Alors, pareil, ça fait l'objet quasiment d'un webinaire complet, les attributs préattentifs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des chiffres ou vous pouvez avoir des données de décision. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que si là, en fait, on le voit très clairement. Là, on a ce tableau issu d'un logiciel de bloc. Je ne peux pas vraiment dire qu'il soit moche, je ne peux pas vraiment dire qu'il soit incompréhensible, mais en fait, ça me demande en fait beaucoup de travail. L'idée, c'est qu'on aille très, très, très vite sur la lecture et sur la compréhension. Donc là, je vous ai juste montré une jauge avec taux d'occupation des vacations, mais en fait, l'idée, c'est même d'aller plus loin, c'est de mettre un titre. Le docteur Tuval a dégradé son taux d'occupation des vacations depuis 3 mois. Et en fait, en dessous, vous mettez la jauge, et enfin, en dessous, vous mettez encore une décision. Je supprime ces vacations pour les donner au docteur X, ou alors j'ai demandé à son secrétariat de blinder de 3 interventions supplémentaires par vacation ouverte, ou enfin peu importe. Donc, utilisez
des attributs préattentifs. C'est toutes ces formes différentes. Est-ce que c'est une courbe? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du vert? Et cetera, et cetera. Donc, faut comprendre que la représentation visuelle, elle est essentielle pour rendre vos indicateurs lisibles, actionnal actionnable, pardon, et impactants. Chaque type de graphique a son usage privilégié. Vous pouvez utiliser des barres simples pour comparer des valeurs distinctes. Un camembert pour une répartition, assez simple aussi. Une courbe va être utile pour suivre une tendance dans le temps. Un histogramme empilé, ça va être pour visualiser la structure interne d'un indicateur, puis une jauge ou un smiley pour un aperçu immédiat de la situation. Donc cette diversité de représentation, elle vous permettra d'adapter la visualisation à votre message et à vos besoins et d'offrir aux différents profils d'utilisateurs une lecture adaptée de l'information. Donc sur la mise en forme, pour réussir la présentation, bah pareil, je vais avoir en fait une, 2, 3, 4, 5 petits tips à vous donner. Donc, des principes qui sont assez simples. Le premier, c'est hiérarchiser l'information. Placez vos indicateurs clés, donc les KPI, tout en haut, en gros, avec un code couleur et des jauges, en fait, si besoin. Les indicateurs secondaires peuvent apparaître plus bas, sous forme de tableau ou de graphique détaillé. L'idée est qu'en quelques secondes, bah, on ait une vue claire de la situation. Deux, limiter le nombre d'indicateurs par page. Donc, vaut mieux quelques graphiques lisibles que trop de courbes illisibles. Donc, évitez de noyer l'utilisateur sous des tonnes de données. Visez la prise de décision qui soit rapide. Cherchez à soigner la cohérence des couleurs. Si vous optez pour du vert, orange, rouge, appliquez ces mêmes codes sur toutes les pages. Ainsi, lorsqu'un indicateur est en rouge, bah, tout le monde comprend d'emblée qu'il y a un souci. Commenter et légender. Un bref commentaire ou une infobulle peut éviter en fait pas mal de confusion. Par exemple, préciser que plus de 5% d'annulation, c'est un problème. Ces explications, bah, elles vont aider l'utilisateur à interpréter correctement vos données. Parce que finalement, bah, vous savez ce que vous voulez raconter, mais la personne qui reçoit cette information, elle n'est pas toujours aussi experte que vous. Et donc, offrez également la possibilité de filtrer et d'explorer. Donc, proposez des filtres par période, par salle, par spécialité, pour que l'utilisateur puisse affiner son analyse. C'est-à-dire que quand tout à l'heure on montrait un taux d'occupation des vacations, par exemple, et ben moi, sur la solution, je peux cliquer pour choisir taux d'occupation de tout le bloc ou alors de quelques spécialités ou uniquement de ma spécialité pour finalement que j'ai un regard sur ce qui concerne mon périmètre et mes compétences. Et donc un tableau de bord qui est interactif va donner la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses questions sans multiplier les écrans. Cherchez donc à mettre en perspective pour donner un sens à vos indicateurs et en faire de vrais outils d'aide à la décision. Bah, il y a quelques étapes qui sont importantes. On a parlé, donc là, je répète quelques notions très importantes. Donc, fixer des cibles chiffrées. Si vous estimez que sur telle spécialité, le taux d'occupation à atteindre est de 80 ou 85, voilà, il va pouvoir l'indiquer et expliquer en quoi 90 ou 70 ne sont pas en fait des chiffres qui rentrent dans la norme attendue. Donc, de cette manière, vous n'allez pas lire 15 simples chiffres, vous allez comparer à un objectif. Donc ça peut être une ligne toute bête, hein. Si votre spécialité est à 70 et que vous avez une ligne qui monte 75, on comprend en fait qu'il y a un écart de 5 points. Et en fait, l'idéal est encore de montrer par rapport en fait au mois précédent, de voir quelle est la tendance. Parce que si je suis à 70 plutôt que 75, mais que je fais que progresser, voilà, faut pas non plus en fait se faire taper sur les doigts pour rien. On va dans le bon sens. Définissez donc des seuils d'alerte avec des paliers de couleurs. C'est ce qu'on a vu avec les jauges tout à l'heure. C'est, bah, quand je suis entre, 80-85, je suis sur du vert. En dessous de 80 à 75, je suis dans du orange. Puis en dessous de 75, je suis dans du rouge, par exemple. De cette manière, en fait, en un seul coup d'œil, bah, vous savez si la valeur elle est acceptable ou s'il faut réagir très vite. Mettez vos données en perspective dans le temps, pour les comparer en fait sur une période, soit l'année précédente, soit en fait la même saison de l'année dernière, ce genre de choses. Et puis croisez vos indicateurs. Parce que comparer le taux d'occupation, donc qui est un indicateur global, avec le temps de rotation, donc le temps interpatient, qui est un indicateur de processus, ça peut éclairer sur finalement le lien de cause à effet. Un taux d'occupation bas peut s'expliquer par des rotations qui sont trop longues, par exemple, ou par des fins précoces, enfin, peu importe. Mais mettez-les en perspective. Si vous avez 50% d'occupation de vacation et que vous voyez que vous avez oui, bah, 20 de temps d'interprétation, ça explique déjà une partie des choses. On n'est pas sur la cause racine, mais en fait, on a le moyen d'investiguer.
Une fois que vos indicateurs globaux de processus et médico-économiques sont en place, bah, l'idée, c'est de passer du diagnostic à l'action, donc détecter le problème. Vous allez regarder les indicateurs de processus, enfin globaux, puis processus, vous mesurez l'impact financier et en fait après, bah, vous allez pouvoir prendre des décisions avec des actions qui vont être correctives. Donc pour ça, il va faut former les équipes pour, que les choses s'améliorent au bloc opératoire. Il faut revoir la logistique, il faut investir dans un équipement, enfin peu importe. Et en fait, vous allez mesurer tout ça avec un ROI. Et donc quelques semaines plus tard, bah, vous aurez ce tableau de bord de prise de décision sur lequel vous pourrez dire en fait que ça a été efficace